Bienvenue à cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la pensée politique de Jean-Jacques Rousseau pour explorer une distinction essentielle qui ressort vraiment de ses textes. Celle entre la figure du législateur et celle de l'écrivain politique. Deux rôles, clés pour fonder et maintenir un ordre social, mais avec des fonctions bien distinctes. Tout à fait. Et la question qui va nous occuper, je pense, c'est de savoir laquelle de ces deux figures est finalement la plus fondamentale pour établir un ordre politique légitime et durable, selon Rousseau bien sûr. Est-ce que c'est le législateur ? Cette figure presque mythique qui donne concrètement naissance aux États ? Ou bien l'écrivain politique, celui qui formule les principes universels du droit ? Alors, de mon côté, je vais défendre l'idée que c'est l'écrivain politique qui prime. Pour moi, c'est lui qui pose les fondations théoriques, les fameux principes du droit politique, comme il les appelle. Sans ce socle, aucune action politique, même celle du législateur le plus sage, ne peut vraiment prétendre à une légitimité universelle. Et moi, je penserais plutôt pour la prééminence du législateur. Parce que, soyons clairs, les principes c'est bien beau, mais ça reste des mots sur du papier sans l'intervention de celui qui les fait vivre dans un peuple concret, qui façonne les mœurs, qui crée en fait les conditions réelles d'une communauté politique qui fonctionne. Alors, posons les choses un peu. Quand on lit Rousseau, il sépare bien l'écrivain politique du praticien, du dirigeant, et même du législateur. La tâche de l'écrivain, elle se situe en amont. C'est une tâche de définition, pas de gestion. Pour le dire vite, l'écrivain politique, c'est le penseur qui définit l'idéal, la structure juste de l'État. Comme Rousseau le dit dans le manuscrit de Genève, il s'agit de comprendre la nature du corps politique, d'en décrire les ressorts, de, je cite, « mettre la machine en état d'aller ». L'écrivain ne fait pas tourner l'État au quotidien, il en établit la conception fondamentale. C'est lui qui élabore ces fameux principe du droit politique, cette base universelle qui permet ensuite de juger si un État est légitime ou non. D'ailleurs, Rousseau lui-même, en écrivant du contrat social, se place clairement dans ce rôle. Il précise bien « Je ne suis ni prince ni législateur, et c'est justement pour ça que j'écris ». C'est son droit, son devoir de citoyen, de réfléchir aux affaires publiques, de dire ce qu'il faut faire. Sans cette vision d'ensemble, cette grande échelle des principes que fournit l'écrivain, comment le législateur pourrait-il guider son action? Sur quoi baserait-il la justesse de son œuvre? L'écrivain politique donne le critère même du légitime. Je vois bien l'idée, mais je l'aborde sous un angle différent. Le législateur, tel que Rousseau nous le présente dans du contrat social, ce n'est pas juste quelqu'un qui applique une théorie. C'est le mécanicien qui invente la machine. Le gouvernement, lui, n'est que l'ouvrier qui la monte et la fait marcher. L'invention, l'acte créateur essentiel, c'est le législateur. Et pour clarifier mon point, le législateur, c'est l'acteur quasi mythique qui rend cet idéal possible dans la réalité d'un peuple. Sa mission est incroyablement difficile et très concrète. Il doit carrément changer la nature humaine. Rousseau utilise des mots forts, transformer chaque individu en partie d'un plus grand tout, altérer la constitution de l'homme pour la renforcer, ôter à l'homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères. On parle d'une véritable refonte de l'individu au service du collectif. C'est un acte fondateur qui dépasse largement la simple formulation de principes. En plus, Rousseau insiste sur le fait que le grand législateur travaille en secret sur ce qui fait la vraie solidité de l'État, les mœurs, les coutumes et surtout l'opinion publique. C'est ça, dit-il, la véritable constitution de l'État, l'inébranlable clé de voûte. Cette action directe sur le cœur des citoyens, l'écrivain ne la mène pas. Et puis, il y a cette sagesse pratique du législateur, savoir choisir le temps opportun, le moment précis où un peuple est prêt. Pensez à Solon, qui donne aux Athéniens non pas les meilleures lois possibles dans l'absolu, mais celles qu'ils sont capables de supporter. Cette adaptation au réel, c'est crucial et c'est propre au législateur. C'est un point pertinent, cette dimension pratique, même si je le formulerai un peu autrement. Vous mettez en avant l'action concrète du législateur, et bien sûr elle est essentielle. Mais la question reste entière. Sur quelle base agit-il ? Vous parlez de transformer l'homme, de façonner les mœurs, d'accord, mais quelles mœurs? Pour aller dans quelle direction? Sans les principes posés par l'écrivain politique, la souveraineté du peuple, la volonté générale comme guide, la liberté civile, l'égalité,
l'action du législateur ne risque-t-elle pas d'être aveugle, voire arbitraire, ou même de mener à une forme de tyrannie? L'écrivain fournit la boussole politique et morale. Comment le législateur saurait-il viser le bien commun, cet objectif central du livre 2 du contrat, si personne n'a défini ce que c'est, à travers une réflexion sur les principes? Le code, la grande échelle dont parle Rousseau, ce n'est pas juste un bonus, c'est la condition même pour que la législation soit juste et légitime. Là, je ne vous suis pas tout à fait, car vous semblez sous-estimer à quel point cet acte fondateur est radical et premier. Les principes, aussi justes soient-ils, restent des mots, impuissants sans le mécanicien pour leur donner vie. C'est le législateur qui crée le peuple capable de vivre selon ses principes. D'ailleurs, la distinction que Rousseau fait lui-même est parlante. Dire ce qu'il faut faire, ça c'est l'écrivain. Je le ferai, ça c'est l'action du prince ou du législateur. Pour moi, ça montre bien où est la vraie difficulté, l'étape cruciale, dans la réalisation concrète. Les principes peuvent exister dans les livres, mais la République voulue par Rousseau n'advient que par cet acte quasi divin du législateur qui façonne une deuxième nature chez les citoyens. Sans cette transformation sur le terrain, les principes restent une belle utopie, certes, mais une utopie seulement. Mais attendez, quand vous parlez de cette transformation de l'homme par le législateur, ce fameux anéantissement des forces individuelles au profit des forces collectives décrites dans le contrat social, je reconnais que c'est une opération spectaculaire, centrale chez Rousseau. Mais j'insiste, sa légitimité, sa direction, ça ne peut venir que des principes définis par l'écrivain politique. C'est l'écrivain qui nous dit ce qu'est ce tout dont l'individu va devenir partie. C'est lui qui définit la volonté générale, la liberté civile qu'on gagne en échange de la liberté naturelle, l'égalité qui doit régner. Le législateur met en œuvre, d'accord, mais c'est l'écrivain qui définit la finalité juste et les limites légitimes de cette transformation. Sans ce cadre, cette transformation pourrait tout aussi bien aboutir à une sorte de servitude collective, même bien organisée, plutôt qu'à la liberté républicaine que vise Rousseau. La transformation pour la transformation, ça ne garantit rien. Je vois les choses autrement. Vous parlez de légitimité issue des principes. Mais Rousseau nous dit aussi que ce qui fait tenir un État sur la durée, ce n'est pas tant les lois écrites que quelque chose de plus profond. Les mœurs, les coutumes, l'opinion. Et c'est justement là que le législateur a son impact le plus fort. Même s'il agit en secret, c'est lui qui grave la loi dans les cœurs des citoyens. C'est ça qui crée la véritable constitution de l'État, cette fameuse inébranlable clé de voûte. C'est cette action fondatrice sur l'opinion qui installe les habitudes, l'esprit même des institutions, un travail que le censeur plus tard essaiera de maintenir, mais qu'il ne pourra jamais recréer s'il est perdu. L'écrivain peut bien énoncer des vérités universelles, mais c'est le législateur qui les fait vraiment pénétrer dans l'âme collective, qui les rend vivantes. Sans ça, les principes restent extérieurs au peuple. Je vois bien pourquoi vous insistez là-dessus, mais permettez-moi d'apporter une nuance. L'action sur l'opinion, ce n'est pas uniquement le législateur qui s'en charge. L'écrivain politique contribue aussi, mais différemment. En clarifiant les principes du droit politique, en éduquant les citoyens sur leurs droits, leurs devoirs, il façonne aussi le jugement public. Il n'instruit pas seulement les citoyens lambda, mais potentiellement aussi les futurs législateurs eux-mêmes. Prenez l'exemple de la lettre à d'Alembert. Rousseau y discute de l'introduction du théâtre à Genève. Bon, il explique que même des lois bien intentionnées sont vouées à l'échec si elles ne correspondent pas au peuple. Et cette connaissance des convenances, cette véritable science du législateur qui consiste à donner au peuple moins les meilleures lois en elles-mêmes que les meilleures qu'il puisse comporter, eh bien cette science repose elle-même sur une compréhension profonde de ce qu'est un corps politique, de comment il fonctionne. Et cette compréhension, c'est fondamentalement l'écrivain politique qui aide à l'établir. En quelque sorte, l'écrivain fournit les outils intellectuels pour que le législateur puisse ensuite agir intelligemment sur l'opinion et les mœurs. Il prépare le terrain conceptuel. C'est une lecture intéressante, mais ça nous ramène toujours, il me semble, à cette opposition fondamentale entre l'universel et le particulier. L'écrivain politique, par définition, il vise l'universel. Les principes valables pour tout État légitime, partout, tout le temps. Son travail donne la grande échelle, le modèle idéal. D'accord, mais le boulot du législateur, lui, il est ancré dans le particulier, dans le concret. Il doit non seulement connaître les principes universels, mais surtout avoir cette sagesse pratique pour savoir comment, quand et sous quelle forme les appliquer. Ou plutôt, quelle loi possible choisir pour un peuple spécifique dans une situation donnée au moment opportun.
Cette capacité d'adaptation, ce jugement qui tient compte des circonstances, des mœurs déjà là, du degré de maturité du peuple, c'est ça le véritable art du législateur. Un art que l'écrivain, focalisé sur l'universel, ne pratique pas de la même manière. Et sans cette médiation pratique, l'universel risque de rester une belle idée, mais complètement inefficace sur le terrain. Une idée qui ne prend pas corps. Donc, pour résumer ma position, si on imagine l'État comme un bâtiment, le législateur en est le constructeur, celui qui assemble les pierres, d'accord ? Mais l'écrivain politique, c'est l'architecte indispensable. C'est lui qui dessine les plans fondamentaux, qui définit les normes pour que la construction soit solide et surtout légitime. Sans la lumière des principes universels du droit politique qu'il met en évidence, l'action du législateur, même avec les meilleures intentions du monde, risque de tomber dans l'arbitraire, de créer quelque chose d'instable ou d'illégitime. L'écrivain fournit la direction, le cap vers le bien commun. Et pour conclure de mon côté, je maintiens que sans ce travail exceptionnel, presque surhumain, du législateur pour opérer cette mutation de l'individu en citoyen, pour ancrer les lois dans les habitudes et l'opinion d'un peuple précis au bon moment, eh bien les plans les plus géniaux de l'écrivain politique resteraient une construction intellectuelle admirable, certes, mais stérile. Une machine théorique parfaite, mais incapable de démarrer et de fonctionner dans la durée. Le législateur, c'est celui qui insuffle la vie à l'idéal, qui lui donne une réalité concrète et durable. Au final, il semble bien que ces deux figures, loin de s'opposer radicalement, soient en fait profondément liées, complémentaires, dans la pensée si riche de Rousseau. L'écrivain politique pose la norme universelle de ce qui est juste, le cadre conceptuel sans lequel on ne peut pas penser la légitimité. Exactement. Tandis que le législateur, lui, fait descendre cette norme dans la réalité vivante et toujours particulière d'une communauté politique. Il lui donne chair, consistance et la fait durer en agissant sur les hommes et leur manière de penser et de vivre ensemble. Leur relation, cette tension constante entre leurs rôles, montre bien toute la difficulté qu'il y a à fonder et à faire vivre un ordre politique juste. C'est un défi permanent, coincé entre l'idéal universel et les réalités concrètes, particulières. Et c'est une tension qui, à la lecture des textes de Rousseau, continue de nous faire réfléchir aujourd'hui.